Nos médecins vous opèrent à Abidjan. C'est la promesse de l'hôpital américain de Paris aux patients éligibles de Côte d'Ivoire à travers son programme Medical Talent. Un programme qui est cette année à sa 5e mission sur les bords de la lagune Ébrié et qui offre par la même occasion des interventions médicales de pointe en binôme avec les spécialistes locaux. On en parle dans quelques instants dans votre émission. Ça fait l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et donc, depuis 3 années déjà, des spécialistes et médecins de l'hôpital américain de Paris et ceux des pays africains se rencontrent pour partager leurs expériences autour des innovations dans le domaine de la santé. Pour cette 5e mission, il s'agit d'un partage d'expériences autour des spécialités telles que l'urologie, la gastro-entérologie, la cardiologie rythmologique et la radiologie interventionnelle. Notre reporter David Soyo a fait le tour d'une clinique d'Abidjan. Voici son reportage. Ce matin, Steve et Maxime, radiologues interventionnels, se préparent pour une opération. Dans cet établissement sanitaire de la ville d'Abidjan, aucun détail n'est négligé avant de se rendre au bloc opératoire. Nous apprêtons à faire une embolisation de la prostate chez un patient âgé qui souffre de rétention urinaire. Et donc nous apprêtons à boucher les artères qui irriguent sa glande afin de la faire diminuer de volume. Nos opérations sont invasives. Voilà. C'est-à-dire qu'elles sont moins comme il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'incision. Nous faisons simplement une ponction. Il s'agit d'une technique d'opération qui consiste à opérer sans ouvrir le patient, autrement dit sans cicatrice. Cette technique est utilisée en Côte d'Ivoire grâce au partenariat entre l'hôpital américain de Paris et les hôpitaux africains en général. Une collaboration dénommée Medical Talent. Un programme de partage d'expériences entre les médecins et spécialistes nationaux et ceux de l'hôpital américain de Paris autour des innovations dans le domaine de la santé. Le professeur Luc Arsanti, gastro-entérologue, fait partie des instructeurs. Il est spécialisé dans l'endosleeve. Délicatesse, concentration et dextérité sont recommandés pour la réussite des interventions. L'endosleeve, c'est une technique nouvelle, du moins on va dire récente, qui permet de réduire la taille de l'estomac par voie endoscopique sans avoir besoin de chirurgie et qui est réservée à des gens qui ont des problèmes d'obésité, mais qu'on va dire d'obésité relativement modérée. C'est une technique qui se fait par les voies naturelles, donc qui n'a pas besoin d'ouverture sur le corps et qui permet de réduire la taille de l'estomac d'environ 2/3 de son volume normal. Pour cette 5e vague, c'est plus d'une dizaine de médecins et spécialistes locaux en urologie, gastro-entérologie, cardiologie et radiologie interventionnelle qui en sont les bénéficiaires. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, il y avait des patients qui ne se soignaient jamais en Côte d'Ivoire. Ces patients-là, en sachant que l'hôpital américain était là, ont commencé à venir dans les hôpitaux ivoiriens et se sont rendus compte qu'on avait les équipements pour les soigner. À la chambre 319, Coralie, nom d'emprunt, après avoir essayé tout type de régime pour perdre du poids, s'est décidée à tenter l'endosleeve à Abidjan. C'est vrai qu'on peut le faire à l'étranger, mais à l'étranger, le problème c'est la suite après l'opération. C'est-à-dire qu'il faut avoir un local, il faut avoir un domicile, il faut pouvoir avoir accès aux soins qui sont proférés après l'opération. Et ce n'est pas donné pour tout le monde. L'avantage de le faire à Abidjan, justement, c'est que je suis dans mon environnement. Donc je vais retomber très rapidement sur mes pattes et je vais aussi commencer très rapidement avec mes habitudes alimentaires qui ne vont pas changer. Depuis le lancement du programme Medical Talent, ce sont 200 patients impactés par cette coopération Nord-Sud. Avec nous sur ce plateau pour décortiquer ce sujet, le professeur Robert Sigal. Il a pour lui une parfaite connaissance du secteur hospitalier, diplômé d'un doctorat en médecine de la faculté
Cochin, Port-Royal de Paris 5, et d'un doctorat en neuroanatomie de l'Université de Lille 2. Il affiche plus de 30 années d'expérience dans le secteur hospitalier et dans de grandes entreprises de technologie médicale. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes à la tête de l'hôpital américain de Paris depuis 2017. Aujourd'hui, quel bilan dressez-vous au niveau de la patientèle internationale de 2017 à 2022? Écoutez, il y a eu une vraie rupture au moment du Covid. Il y a eu une vraie rupture au moment du Covid. La patientèle internationale, en général, je parlerai de l'hôpital américain dans un instant, a été contrainte par la fermeture des frontières, indiscutablement, et donc ça a entraîné des modifications importantes. Pour l'hôpital américain plus particulièrement, nous sommes l'hôpital le plus international d'Europe. En 2019, nous avions 33% de patients internationaux. Au moment de la fermeture des frontières, évidemment, ce chiffre a été réduit quasiment à moins de 10%, disons, et les frontières se sont réouvertes. Mais ce qui est intéressant, c'est que de cette crise est née une véritable opportunité. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire que va-t-il se passer de négatif? En fait, il se passe des choses assez positives, justement, à la suite de cette fermeture. Et c'est ce qu'on voit dans le programme Medical Talent dont votre reportage a fait un excellent prévu. C'est-à-dire on voit bien les opportunités qui apparaissent à travers, quelque part, un recentrage de la médecine en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes à Abidjan depuis peu. Pouvez-vous nous parler du programme Medical Talent qui vous conduit ici? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'abord, juste avant d'entrer dans Medical Talent, pour moi, il est essentiel de bien comprendre les besoins de la sous-région et les besoins de la Côte d'Ivoire. Donc, en l'occurrence, ce matin, j'ai vu le centre qui s'appelle Nova Cardio, j'ai vu la PISAM. Demain, je verrai le CHU de Trècheville, si je le prononce bien, et bien sûr l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Donc c'est très important de rencontrer les acteurs, d'avoir des discussions avec mes collègues médecins, avec des directeurs d'hôpitaux, pour bien comprendre quels sont les besoins. En accompagnement de ça, nous avons effectivement le programme Medical Talent. Donc c'est un programme que nous avons lancé il y a 3 ans, effectivement, et ce programme vise à un partage de connaissances et de compétences entre des médecins français, nos médecins français, dont je salue l'excellence parce que ce sont d'excellents médecins, et leurs collègues africains pour justement amener à ce transfert de compétences, ce compagnonnage qui est un mot très utilisé en médecine. Vous savez, un chirurgien, typiquement, il a un compagnon à côté de lui, il va le guider, il va lui montrer, non, attention, là, déplace ta main, fais attention ainsi. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est ça l'idée, l'essence même de Medical Talent, c'est ce partage de compétences avec les médecins africains. Alors, vous êtes donc à Abidjan pour une série d'interventions mini-invasives. Ce sont des termes un peu techniques pour nous autres. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement? Alors, mini-invasif, il faut l'opposer à la chirurgie invasive. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie invasive? J'emploie un terme simple. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça que les chirurgiens le disent. C'est la chirurgie où on prend un scalpel et on ouvre le ventre, Voilà, c'est ça la chirurgie invasive. La chirurgie qu'on a pratiquée depuis toujours. Hein. Sauf que, depuis 10 ans, le mini-invasif est arrivé. Alors, qu'est-ce que c'est que maintenant le mini-invasif? Il est mini-invasif parce qu'on va pouvoir revoir ce qui se passe à l'intérieur du corps, soit en passant par des orifices naturels, la bouche, le rectum éventuellement, soit en faisant une toute petite incision et on va passer une petite à l'aide d'une sonde. Voilà, une petite sonde qui va arriver au contact de la région qu'on veut voir. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que le mini-invasif est toujours couplé avec de l'imagerie performante. Soit vous allez passer une sonde d'échographie, soit vous allez faire cette procédure dans un scanner ou dans un appareil de radiographie qui va permettre à l'opérateur de voir exactement comme s'il était, et c'est le terme en chirurgie invasive, à ciel ouvert. Quand il y a de la chirurgie invasive, on dit à ciel ouvert parce qu'on ouvre le ventre. Quand on est en mini-invasif, on est à ciel fermé si vous voulez, mais ça a bien sûr de nombreux avantages. Alors, sur la palette de vos pratiques, les patients éligibles, comme vous les appelez, auront accès à de la radiologie interventionnelle. Vous parlez aussi de la technique de l'endosleeve. De quoi s'agit-il exactement pour ces différentes pratiques? Alors, on a maintenant plusieurs secteurs cliniques qui ont leur propre mini-invasif. Donc, par exemple, l'endosleeve, le professeur Luc Carsanti l'a expliqué, c'est une technique qui va consister
le chirurgien, le gastro-entérologue interventionnel, va rentrer une sonde dans la bouche, va la descendre, et au bout de la sonde, il y a l'élément nécessaire pour faire une suture de l'intérieur de l'estomac. Et l'estomac, qui est une poche, qui a un certain volume, il va pouvoir tout simplement coudre cette poche de l'intérieur pour en rétrécir le volume. Et une fois que l'estomac a un volume plus petit, les patients peuvent manger moins et ils maigrissent. C'est aussi, j'allais dire, simple que ça, mais aussi difficile que ça à faire sur le plan technique. Ça, c'est pour l'endosleeve. Je peux vous donner 2 autres exemples. Pour la prostate, par exemple, on est capable maintenant, au lieu d'opérer un cancer de prostate ou une hypertrophie bénigne de prostate, un adénome de prostate, de passer par les vaisseaux et au bout du vaisseau, d'envoyer un petit cathéter, un petit tuyau, et au bout du petit tuyau, on va envoyer un produit qui va boucher le vaisseau et qui du coup va détruire le tissu à côté. Et donc on va modifier considérablement, on va guérir cette zone de prostate qui est anormale. Le 3e exemple que je peux vous donner, c'est pour les femmes en gynécologie, des femmes qui ont des fibromes parfois, qui sont des masses bénignes de l'utérus, sauf qu'elles empêchent d'avoir des enfants. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé de faire malheureusement une hystérectomie, de retirer l'utérus. Là, à nouveau, par cette technique d'embolisation, on va pouvoir détruire le fibrome. Alors, pour revenir aux patients éligibles, comment se fait leur sélection et quelles sont les étapes, les conditions à remplir, justement? Alors, bien sûr, vous avez totalement raison, il y a effectivement un processus qui va consister à revoir le patient, voir quelle est sa situation, et donc ensuite à faire la sélection du bon patient. Donc ça, c'est un travail qui comporte à la fois des consultations cliniques, des examens éventuellement biologiques, de voir si les paramètres où ils en sont, d'avoir des examens d'imagerie classique, un scanner, une IRM, et de dire au total, est-ce que ce patient ou cette patiente est ce qu'on appelle éligible pour la technique. Ce qui fait que dans nos programmes Medical Talent, effectivement, on en est à la 5e édition maintenant, en fait, il y a déjà eu des centaines de consultations qui ont été faites pour aboutir à 100 ou 200 patients qui ont été traités à partir de ces consultations. Alors, à travers le Medical Talent, votre programme, vous parlez de développement d'expertise et de partage d'expérience entre les équipes médicales, les équipes venues de la France et celles de la Côte d'Ivoire. Qui fait quoi exactement et comment se fait la répartition des rôles en situation? Votre patiente, que j'entendais l'interview, disait les choses de façon très juste. Nos équipes peuvent venir pendant quelques jours, mais nous ne sommes là ni avant ni après. Nos équipes gardent le contact, évidemment. Mais déjà, donc, nos collègues africains jouent un rôle absolument clé dans justement le fait de déterminer si tel ou tel patient est éligible. C'est eux qui font le job. Ensuite, après, ils sont également présents parce que toutes ces interventions, bien qu'elles soient mini-invasives, il faut quand même suivre le patient. On ne va pas lui dire « Monsieur ou Madame, au revoir », il faut les suivre. Mais même pendant l'intervention, les médecins africains jouent un rôle clé en aidant le médecin de leurs conseils, en comprenant ce qui se passe. Donc il y a vraiment ce compagnonnage qui s'établit. Donc en d'autres termes, entre médecins africains et nos médecins de l'hôpital américain de Paris, c'est un compagnonnage avant, pendant et après. Avant, pendant et après. Pourquoi finalement empêcher des patients de voyager vers des hôpitaux dits UP, mieux occupés vers l'Europe, si cela vous rapporte de l'argent et que le patient y trouve pour son compte? Si un patient veut à tout prix aller dans un hôpital en dehors de... C'est son problème. On va passer ce qui se fait déjà depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est qui se fait, on va passer opposé. Mais nous, on pense qu'il y a un problème aussi de masse de la population en Afrique et qu'il faut absolument aider à développer des capacités de diagnostic et de traitement en Afrique. Enfin, vous n'allez pas envoyer tous vos patients, ça serait tout simplement ridicule. Donc il est absolument important d'aider à ce que ça se passe. Et il est d'autant plus important de le faire qu'il y a des vraies opportunités de vrais développement complètement différent sur l'Afrique. Si vous permettez, je voudrais juste prendre une comparaison que vous allez comprendre. En matière de finances, l'Afrique a été capable, à travers ce qu'on appelle Move Money ou MTM ou Orange Money... C'est ça, le mobile banking. Mobile banking, exactement. Vous avez été très en avance, en fait, sur ce qui se fait en Europe. Moi, ce que je sens très fort, c'est que ce qui se passe en ce moment en Afrique, il y a l'opportunité dans le domaine de l'innovation et de la médecine que l'Afrique fasse un saut dans les mois et les années qui viennent, parce que ce qui se passe en matière d'innovation est incroyable actuellement, et que l'Afrique est parfaitement équipée intellectuellement pour adapter très rapidement ces nouvelles technologies, adapter à sa population et faire ce saut
dans l'avenir et être dans des positions de leadership à cet égard. Alors, vous parlez de l'impact de l'isolement moral quand le patient se retrouve à l'étranger. De quoi s'agit-il exactement? Écoutez, c'est simple. Ça, c'est des choses assez simples. C'est-à-dire, soit le patient a la chance de pouvoir être là éventuellement avec sa famille, ça peut arriver, donc il y a un soutien de la famille, soit le patient est un peu seul, et bien sûr, les équipes hospitalières, où qu'elles soient, à l'hôpital américain de Paris ou ailleurs, sont là pour l'aider, pour l'accompagner. Mais vous serez bien d'accord avec moi que c'est plus simple, comme l'a dit la dame dans le reportage, après cette procédure mini-invasive d'endosleeve, de retourner chez soi le soir même, que d'être dans un hôpital à l'étranger. Donc voilà, c'est tout. Est-ce qu'on doit comprendre là, à travers ce dispositif, que la qualité de l'accompagnement moral au niveau de vos infrastructures en Europe laisse à désirer? Non, je pense pas que non, c'est pas que ça laisse à désirer, mais vraiment, puisque vous insistez sur le fait que le patient doit être accompagné moralement. Non, donc ça ne laisse pas à désirer, mais nous tous, à un moment donné, si on vous dit, écoutez, vous préférez passer 5 jours de plus dans un hôpital ou 5 jours de plus chez vous, je pense que sans remettre en cause la question de l'accompagnement moral dans un hôpital, les gens diront assez naturellement, je préfère être en famille ou avec des gens dans mon milieu proche, c'est tout. Justement, au niveau de l'accompagnement moral, au niveau de vos infrastructures, qu'est-ce qui est fait exactement? Alors, maintenant, si vous parlez de l'hôpital américain de Paris, il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'abord, je vous redonne ce chiffre, qu'on a en gros 30% de patients internationaux. Donc, nos équipes ont beaucoup l'habitude de prendre en charge des patients internationaux, de comprendre avant pourquoi ils viennent, pendant, d'avoir un accompagnement ne serait-ce que sur la nourriture aussi, d'adapter les menus, d'avoir des gens qui les écoutent, d'avoir des psychologues, d'avoir aussi même un accompagnement qui peut être un accompagnement même religieux éventuellement. Donc voilà, on fait tout. Et nos infirmières passent beaucoup de temps avec les patients, parce qu'un patient, évidemment, il y a des gestes techniques, vous faites des prises de sang, mais ça s'écoute avant tout. Un patient, vous devez être assis dans son lit, c'est pareil pour les médecins, discuter avec lui, avoir le temps de lui parler, parce que une fois que vous avez traité le problème que je qualifierais de technique, l'endosleeve, il y a tout l'accompagnement. Une personne qui fait une endosleeve, c'est parce que c'est une personne qui était trop grosse ou obèse. Donc il ne suffit pas de lui avoir réglé son problème technique, il faut aussi l'écouter, il faut la suivre, il faut comprendre. Un accompagnement moral, un travail psychologique. Mais absolument, il faut le faire. Alors, à quoi peut-on mesurer le soutien que vous apportez aux écosystèmes des pays africains que vous visitez à travers le programme Medical Talent? Écoutez, on est modeste. Attendez, on est un hôpital important. Alors, nous, on est fiers de ce qu'on fait en France. Je profite juste pour dire qu'on est l'hôpital numéro 1 en France en termes de satisfaction patient. Vous savez, le ministère de la Santé fait régulièrement des surveys, pose des questionnaires à tous les patients, et on est numéro 1 en termes de satisfaction patient, donc ce sont nos patients qui le disent. On est aussi un hôpital à but non lucratif, on est un hôpital un hôpital privé à but non lucratif, pardon, et donc ça, pour nous, évidemment, c'est une chose très importante. D'accord. Alors, par ailleurs, l'hôpital américain de Paris se veut le précurseur de cette nouvelle médecine internationale. Oui. Que faites-vous exactement pour soutenir la concurrence? La concurrence? Oui, la concurrence. Je ne comprends pas ce que soutenir la concurrence. C'est-à-dire pour faire face à la concurrence, vous voulez dire? C'est ça. Oui. Écoutez, il y a deux choses qui nous différencient. La meilleure, s'efforcer d'avoir les meilleures offres médicales. Donc c'est pour ça que je vous parle d'innovation. Tout ce programme Medical Talent est un programme qui est complètement sur l'innovation. Et la deuxième chose, c'est la meilleure expérience patient. Que les patients se sentent bien chez nous, bien accueillis, dans des bonnes chambres, des bons repas, et que les familles soient accueillies. C'est là-dessus. Et par rapport aux concurrents, encore une fois, en France et en Europe, on est le plus grand hôpital international d'Europe. Et nos patients, les retours qu'ils nous font à travers ces questionnaires, c'est qu'ils nous aiment bien. Je ne suis pas arrogant, il y a toujours des progrès à faire, on est très à l'écoute de ça. Il peut y avoir un moment, une chose qui va... Par exemple, quand il y a eu la crise Covid, c'est sûr que quand des patients africains nous ont appelés, moi j'étais malade moi-même en 2020, j'ai été hospitalisé dans mon propre hôpital, j'ai eu le Covid. Mais quand des patients africains appelaient en disant, et que les frontières étaient fermées, il faut comprendre que c'était un coup pour eux de leur dire comment vous fermez vos frontières. Alors, ce n'était pas l'hôpital américain qui avait fermé ses frontières, c'était une décision politique que je n'ai pas commentée, elle peut se comprendre. Mais donc, il faut faire attention à nos patients en toutes circonstances, oui, très important. Alors, sur le programme Medical Talent, vous intervenez uniquement au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Qu'en est-il des autres pays africains? Non, on intervient également dans d'autres pays. J'étais il y a quelques mois au Bénin, on a eu un programme important. Et par ailleurs, au Bénin, on a eu un programme qui formait beaucoup de spécialistes de la sous-région, du Burkina. Donc on a eu des programmes sur d'autres pays. Mais non, c'est vrai que les 3 pays sur lesquels on a fait un focus plus particulier sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin.
Vous êtes un organisme à but non lucratif, reconnu d'utilité publique. Partant de ce fait, comment vous financez-vous? On se finance nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que... À partir de quoi exactement? Alors, on se finance. On a d'une part des patients français qui dépendent du régime de la sécurité sociale et d'autre part des patients internationaux. C'est à nous et à moi, alors, pour le coup, en tant que directeur général, de bien gérer les comptes, de bien faire les choses, de façon à ce que si on fait des bénéfices, on les réinvestit. Et c'est toujours ce qu'on fait, puisque le fait d'être à but non lucratif a une signification précise. Nous n'avons pas d'actionnaires. Je ne donne de l'argent à personne. Si à la fin de l'année on fait des bénéfices, on réinvestit la totalité dans de la technologie. Un autre investissement massif qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de créer un nouveau building qui porte peu importe le nom. C'est une énorme opération dont je peux vous donner. C'est une opération qui va faire 100 millions d'euros. On va refaire 10 salles d'op. On va refaire un centre de prévention énorme. On a été très en pointe là-dessus, mais on le finance nous-mêmes. On n'a pas... c'est nous-mêmes qui finançons notre centre. Tout à l'heure, vous parliez de satisfaction au niveau de la clientèle, de la patientèle, mais une petite recherche sur Internet nous a permis de voir que l'hôpital américain de Paris ne figure pas dans le top 10 des meilleurs hôpitaux de France en termes de qualité de soins. Que répondez-vous? Alors, d'abord, si vous faites allusion au classement du point, parce que c'est peut-être à ça que... Classement 2022, bien sûr. Donc, vous savez que la CNIL a dorénavant interdit ces classements qui ne sont plus de mise. La deuxième chose, c'est que ces classements n'étaient pas tellement sur la qualité, mais sur la quantité. Donc, ce qui repose sur beaucoup de ces classements, c'est quand vous avez vous traitez X patients, vous figurez dans le top. Alors, c'est un peu vrai, parce que c'est un peu vrai que plus vous en faites, meilleur vous êtes, mais ça ne suffit pas pour qualifier. Donc, pour nous, le fait de ne pas avoir été dedans ne nous a jamais semblé important. Nous sommes surveillés par la Joint Commission américaine, qui est extrêmement difficile en termes de sécurité. Nous sommes le seul hôpital à être surveillé par la Joint Commission américaine en dehors du sol des États-Unis. Et je peux vous dire que quand ils passent chez nous tous les 3 ans, en termes de qualité, c'est vraiment redoutable. Donc voilà. Alors, à ce jour, on a envie de savoir comment se déroule votre collaboration avec l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Alors, je ne les ai pas encore vus, je les verrai demain, et vraiment, ce sont des collègues, donc il faut évidemment que... Enfin, je l'ai fait au Bénin, je l'ai fait au Sénégal. À chaque fois qu'on a une collaboration, il faut évidemment que ça se passe en bonne entente avec les médecins locaux. Et l'Ordre des médecins est le représentant légitime dans les pays de leurs collègues, donc il faut bien sûr les rencontrer, les écouter, une fois de plus, les écouter et comprendre comment on peut travailler en bonne harmonie. C'est très important d'ailleurs. Alors, au chapitre des partenariats, vous entendez à travers le programme médical Talent coopérer avec des équipes locales africaines autour d'innovations dans le domaine de la santé, de la femme. Dites-nous quelles seront les pathologies prises en compte? Les pathologies prises en compte, ce sera donc en gastroentérologie, ce qui vous a été expliqué sur l'endosleeve, mais aussi ce matin j'étais avec le professeur Karsanti et il y avait d'ailleurs 2 médecins de la PISAM, le docteur Sidibé et le professeur Cadio de la PISAM, et j'assistais à cette intervention qui était sur un cancer du pancréas. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement des pathologies bénignes, c'est des pathologies malignes. Pour la femme, ce sont les fibromes. Pour la cardio, on a vu le docteur Sanam Raoui qui a fait une formation Medical Talent sur ce qu'on appelle les palpitations, les troubles du rythme, qui est une pathologie très importante qui génère beaucoup de décès. Et puis enfin, il y a l'urologie avec le professeur Aurel Messas qui, lui, travaille et revient, d'ailleurs, chez vous, pour travailler sur justement les pathologies de la prostate bénigne et maligne. Et ce sont des pathologies qui sont prises en charge ici, avec une possibilité de prise en charge ici, en Côte d'Ivoire? Alors, elles sont prises en charge, mais ce que l'on fait, ce que l'on montre avec nos collègues africains, c'est justement de nouvelles techniques. Oui, quand il y a actuellement un cancer du pancréas, il est pris en charge. Nous, on essaye d'apporter, on s'efforce d'apporter à nos collègues africains justement cette composante dite mini-invasive pour compléter leurs outils, tout simplement. J'ajoute juste qu'il faut bien comprendre que le mini-invasif ne s'adresse pas à tous les patients. Parfois, par exemple, la pathologie est tellement avancée qu'il faut retourner à ciel ouvert. Donc c'est aussi ces discussions qu'on a avec nos collègues africains. Alors, il y a 5 ans, vous avez été nommé par le Conseil des gouverneurs de l'hôpital américain de Paris. Est-ce que vous allez remplir à la tête de l'institution? Alors, vous savez, il n'y a pas de mandat de 5 ans pour les gouverneurs. Ce n'est pas une présidence de la République française. Pourtant, il a été spécifié que vous êtes à la tête de l'institution pour 5 ans. Oui, en réalité, c'est 6 ans, mais peu importe, ça fait 6 ans. Mais en réalité, chaque semaine, le Conseil des gouverneurs peut me remercier, me dire « Au revoir, docteur Sigal ou professeur Sigal, c'est terminé ». Bon, pour parler sérieusement, il n'est pas question d'arrêter mon mandat. J'ai beaucoup de choses qui sont en train de courir et de continuer. Et vraiment, cette dimension africaine est une dimension qui vraiment est une dimension importante
pour le Conseil des gouverneurs. J'ai une relation très proche avec le président du Conseil des gouverneurs, M. Stéphane Roussel. On sera sûrement d'ailleurs ensemble en Afrique dans les semaines, ou en tout cas avant l'été. C'est une dimension tout à fait essentielle. Donc c'est pour eux que je travaille. Il y a aussi une dimension américaine qui est très forte. Je suis très fréquemment aux États-Unis pour travailler avec les hôpitaux et les universités de New York. Donc cette stratégie que je porte avec mon équipe de direction doit se poursuivre dans les années à venir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on doit prendre ça comme un satisfecit? Non. Enfin, non. Le satisfecit, c'est pas à moi à le donner, c'est à mes patrons, si vous voulez dire ça, mais c'est surtout à nos malades de le donner. Et nos malades, c'est pour ça que je reviens, quand ils nous disent qu'on est numéro 1 en termes de satisfaction de patients, je le prends pour toutes les équipes, nos infirmières, nos aides-soignants, les gens qui font à manger, mais la direction. On le prend, oui, comme un satisfecit qui nous fait honneur. Maintenant, on sait que... je vous donne juste un chiffre. Il y a 200 000 consultations par an. 15 000 séjours. Donc, en gros, je vous la fais courte, avec les visiteurs, on a 500 000 personnes qui passent chaque année à l'hôpital américain. 500 000 passages. Donc, c'est une véritable ville qui se passe. Et donc, à tout moment, il peut se passer une chose qui fait que, bon, c'est pas gagné, il peut se passer... Oui, à tout moment. Donc, il ne faut pas vivre sur ces satisfecits. Il faut vivre en se disant, comment est-ce que demain, je m'améliore encore ? Alors, il n'y a pas si longtemps, vous avez obtenu le label Don en confiance. Oui. Est-ce un motif de satisfaction pour continuer à vous étendre en dehors de la France? Alors, je vois que vous êtes particulièrement bien informé, toutes mes félicitations. Oui, effectivement, l'hôpital américain, depuis longtemps, a la confiance de ses donateurs, de gros donateurs, qui nous suivent et nous soutiennent pour justement des opérations. J'ai mentionné ce nouveau... bâtiment qu'on va créer. Et donc c'est important parce que le don en confiance, c'est une organisation en France indépendante qui va labelliser en disant tout ce que vous faites sur le don, c'est bien fait, c'est fait sérieusement, vous dépensez l'argent sérieusement, et donc ça rassure les donateurs, tout simplement. Donc oui, mon équipe a travaillé plus d'1 an pour avoir ce label, et on l'a eu littéralement il y a quelques jours, et on en est effectivement extrêmement heureux. Oui, il n'y a aucun doute. Professeur Robert Sigal, merci d'avoir été avec nous. Merci. Cette émission est terminée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ça fait l'actualité.